Dans ce énième numéro de votre émission CF Politique, nous sommes encore là. Comme vous le savez bien, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi a eu à déceler les failles au sein de l'armée de notre République démocratique du Congo, et aussi il a fustigé les niveaux du système éducatif en RDC. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi parler sur le processus électoral. Comme vous le savez bien, l'Assemblée nationale a donné 10 jours à la commission PAJ en vue de remettre un texte déjà complet pour l'approbation, l'adoption avant de l'envoyer au Sénat pour approfondir le document. Et aussi nous allons parler sur ce processus électoral là qui nous promet déjà beaucoup de surprises. République démocratique du Congo, élection, ça passe ou ça casse. Au cours de cette émission, c'est politique avec monsieur Jacques Dromois, à qui nous souhaitons le bienvenu. Merci beaucoup, Laurence. Vous allez bien, nous espérons bien, puisqu'on vous voit déjà en bonne santé, monsieur Jacques Dromois. Moi, ça va. Vous, ça va? Le pays, ça ne va pas. Le pays n'a aucun problème, puisque le pays a beaucoup de problèmes, parce que si vous suivez les discours du président, lui-même est en train de les stigmatiser. Hein? Il constate que rien ne marche, alors qu'il est aux commandes de ces pays. Ça fait maintenant 3 ans. Un pays qui a été décrit par ceux qui ont dirigé avant lui pendant 42 ans, 18 ans. C'est un discours défaitiste, un discours qu'un leader sérieux ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que quand on accède à une fonction donnée, on sait à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a vendu au peuple congolais pour qu'une fois au pouvoir, on commence à constater que finalement, ses prédécesseurs n'avaient rien fait. Mais si les prédécesseurs n'ont rien fait, c'est à vous de corriger ce qui n'a pas été bien fait. Ne vous en faites pas. Aucun pouvoir ne peut se targuer, ne peut bomber le torse et dire que moi je fais tout à 100%. Non, il y a toujours quelque chose qui a été fait. Et quand vous accédez au pouvoir, il faut voir ce qui est bien, le garder, et ce qui n'a pas été bien fait, l'améliorer, ou pour ne pas dire, le corriger. Mais vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous lamenter, à jeter la responsabilité sur tes prédécesseurs ou sur le régime passé. À ce moment-là, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on est venu faire finalement? Mais M. Jacques Dromois, vous condamnez Félix Tshisekedi, c'est pas même Kabila avait dit qu'il n'avait pas... Non. Moi, je suis contre cette manière de continuer toujours à penser que le mal, c'est l'autre. Lorsque, je voudrais dire une chose ici. Gérer un État voudrait dire que vous devez à un certain moment prendre des décisions pour améliorer ce qui n'a pas été. Ne vous en faites pas. Lorsqu'on a accédé au pouvoir, on sait qu'il y avait un actif et un passif. Si on se pavane partout, on pérore partout, en s'appropriant l'actif, mais en ce qui concerne le passif, on les rejette aux autres. Ce n'est pas assez responsable. Lorsqu'on a accepté l'actif, il va falloir travailler pour corriger le passif. Et c'est comme ça qu'un État marche. Est-ce que le chef d'État ne peut pas dénoncer un mal? Laissez-moi terminer. Demain, quand ce régime va finir, va partir, celui qui arrivera trouvera sûrement un actif de ce régime et un passif de ces régimes aussi. Il va falloir qu'il travaille, qu'il corrige les passifs pour que le pays puisse avancer. Mais il ne pourra pas passer tout son temps en se lamentant, en disant à qui veut l'entendre que ceux qui avaient dirigé le pays l'ont jeté dans l'abîme. Ce n'est pas un discours d'un leader qui voudrait bien que les choses s'améliorent dans notre pays. Ne vous en faites pas. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas un régime qui ne traîne pas le cadavre dans son tiroir. Tous les régimes traînent des cadavres dans leur tiroir. Mais si vous devez passer tout votre temps à aller chercher ces cadavres-là, quand est-ce que vous allez travailler? C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont en train de dire que lorsqu'on a accédé au pouvoir, on savait qu'on trouverait des cadavres dans les tiroirs. N'est-ce pas? Est-ce que doit-on continuer à garder ces cadavres et à s'en lamenter? Non.
Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit nettoyer, là où on doit nettoyer et avancer. La question que nous aimerions vous poser, est-ce que le chef de l'État n'a pas les droits de dénoncer? Aujourd'hui, un chef ne se plaint pas. Mais laissez-moi terminer. Un chef n'est pas à comparer, un président de la République n'est pas à comparer avec un chef d'un parti politique ou un responsable de l'opposition dont le rôle est de critiquer, de dénoncer là où ça ne marche pas pour que les tenants, les détenteurs du pouvoir puissent corriger et améliorer la gestion de la République. Est-ce que le fait de dénoncer un mal, c'est un péché? Un chef ne se plaint pas. Un chef a le bâton de commandement. Au lieu de se plaindre, il faut prendre les actions, mener les actions allant dans le sens d'améliorer. Pourquoi on doit se plaindre? Mais il a juste dénoncé. Laissez-moi dire, vous qui êtes chef, si vous vous plaignez, alors les autres vont dire quoi? N'est-ce pas? Vous dénoncez face à qui? Un chef va dénoncer face à qui? Parce que c'est lui le chef, il dénonce. Il dénonce à qui? C'est la grande question. Mais M. Jacques Droumois, partout ici en RDC, on en parle. Le système éducatif de la RDC n'est pas assez efficace. Quand vous allez à l'extérieur, on vous demande... Face à ces constats, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que quand le chef de l'État en parle, c'est ça le problème? Pourquoi ça doit déranger? C'est ça la grande question. Pourquoi ça doit déranger? Mais qui est l'acteur principal de la situation? L'acteur principal, la personne habilitée à corriger ce que nous constatons, c'est que le commun des Congolais déplore. Qui est habilité à mener les actions de manière à ce que la situation puisse s'améliorer? Qui? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas une parcelle de pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quelqu'un... Attendez, il n'a pas dit... Attendez. Je suis étonné et curieux d'entendre que le chef qui a le bâton de commandement, qui a le moyen d'action, puisse se plaindre devant les Congolais que son système éducatif ne marche pas. N'est-ce pas? Nous avons, vous savez que chaque vendredi se tient dans notre pays un conseil de ministres auquel participe le président de la République. Mais durant tous ces conseils-là, qu'est-ce que l'on dit aux ministres? Parce que s'il y a des gens qui doivent mener les actions, qui doivent prendre les dispositions qui s'imposent pour que la situation s'améliore, ben, ce sont ces ministres, c'est les chefs du gouvernement, à travers son gouvernement. Mais si lui ne le fait pas, vous pensez que les Congolais lambda vont le faire? Vous êtes en train de vous plaindre ici que le niveau de l'éducation a baissé, certes. Mais quels sont les moyens que vous disponibilisez pour que la situation s'améliore? Mais il n'a pas... Allez, s'il vous plaît. Non, on est dans... Le chef d'État s'est disposé à changer les choses. Non. On ne va pas s'arrêter dans des lamentations. On ne va pas rester trop plaintif. La question que nous sommes appelés à vous poser est celle de savoir quelle est la part du budget que vous avez alloué à l'enseignement pour vous attendre aux améliorations. Quand un enseignant est payé comme un clochard, comparativement aux députés, prenez nos professeurs d'université, ils ont quoi comme salaire? Regardez les conditions dans lesquelles se trouvent nos universités. Vous attendez à ce qu'il y ait un bon niveau? On aurait dû... Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre la charrue devant le bœuf. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de donner les instructions allant dans le sens d'améliorer sensiblement le budget alloué à l'éducation. C'est ce que vous recommandez. Non, mais attendez. Le propos du moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Non, je suis désolé. Non, vous êtes Congolais, vous devez faire des recommandations. Non, laissez-moi terminer. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement. Il y a un parlement qui existe. Il y a des personnes qui sont payées par l'argent du contribuable. Est-ce que vous faites des propositions? Laissez-moi terminer. En tant que lorsqu'un membre du gouvernement, monsieur, lorsqu'un président de la République se plaint du bas niveau de notre système éducatif, la question que nous devons rétorquer au président ainsi qu'à toutes les institutions qui gèrent la République est celle de savoir quels sont les moyens que vous avez disponibilisés tenant compte des objectifs assignés au gouvernement
pour que la situation s'améliore. Hein? Le moyen à court, à moyen et long terme. Il n'y en a pas. Vous allez dans notre budget que le président connaît. Parce que c'est lui qui vote, qui signe la mise en application de cette loi budgétaire. Une fois que c'est voté par le Parlement, c'est le président qui promulgue. Il a vu la part qu'on alloue à l'enseignement. Et il en est fier. Quand vous louez moins de 5% à l'éducation, vous louez moins de 5% à l'armée, vous attendez à avoir quel résultat? Donc aujourd'hui, on doit revoir le budget de l'éducation. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ils sont en train de dire ici, quand on est chef, on ne se plaint pas. Bien au contraire, après avoir constaté que ça ne marche pas, on doit trouver des moyens nécessaires pour améliorer la situation. Mais continuer à se plaindre, c'est comme toi et moi, c'est comme l'opposition. Nous qui sommes dans l'opposition, nous allons dire, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est au tenant du pouvoir. Vous êtes de l'opposition. C'est au tenant du pouvoir. Vous êtes de l'opposition. Mais quand vous n'êtes pas du pouvoir, vous êtes de l'autre camp. Mais vous pouvez être de la société civile. La société civile inféodée. Vous avez une société civile ici dans notre pays? Mais on a la société Il y a toujours la société civile, vous savez, ne nous voilons pas. Non, ne nous voilons pas la face. Nous allons parler la société civile a toujours une tendance. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de société civile neutre. Aujourd'hui, si le chef d'État a fustigé l'éducation en République démocratique, fustiger est une chose. Nous savons, mais au niveau de les actions. Attendez. Monsieur Raphaël. Moi, c'est pas Monsieur Raphaël. Mais c'est Jacques Grosmois, s'il vous plaît. C'est que sont en train de dire. Monsieur le président de la République ne peut pas se plaindre au même titre que le Congolais lambda, parce qu'il a le bâton de commandement. Il se plaint pas. Il a le moyen de... Qu'est-ce que vous appelez ça? Et il a juste dénoncé. Mais comment un président va dénoncer alors qu'il a les moyens d'action? Donc le président est tenté de s'accuser lui-même. Non, mais c'est une auto-accusation. Prenons au niveau de l'armée. Nous l'avons suivi au moment du lancement des travaux. Le chef de l'État a dit aujourd'hui l'armée a plus de moyens qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Mais pourquoi est-ce que l'armée, qui a beaucoup plus de moyens aujourd'hui, ne donne pas de bons résultats sur le terrain? Et aujourd'hui, l'état des sièges, tout le monde en parle. Monsieur Lorenz, pour savoir que l'armée, notre armée, a plus de moyens qu'auparavant, nous devons lire notre budget. Nous devons lire notre budget. Non, mais le chef d'État l'a dit. Est-ce que le chef d'État permet-il toute une nation comme ça? Attendez. Vous parlez du chef de l'État. Oui. Qui dit, mais moi, j'ai un document qui me permet de savoir si ce que le chef de l'État dit est conforme à ces documents-là. Quand nous regardons le prévision budgétaire, on se rend compte que le budget alloué à la défense ne dépasse pas 5%. De quoi nous parlons finalement? Mais c'est plus que... Laissez-moi terminer. Et encore que, quand nous disons, si vous arrivez à disponibiliser les moyens, et ces moyens sont mal utilisés ou mal affectés, vous devez vous en prendre à qui? Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs? C'est ça la grande question. Quand vous faites ces constats-là, vous devez faire ces constats-là dans la rue. Il y a un cadre approprié, parce que c'est vous les chefs. Mais il a dénoncé. Mais vous les dénoncez où? La grande question. Non. Toutes les personnalités militaires étaient présentes. Attendez, monsieur Lorenz. L'armée est structurée. L'armée a un chef. Mais ils étaient devant. Laissez-moi terminer. Il était devant tous ces monde-là. Donc c'est les chefs qui se plaignent. Est-ce que tu sais que monsieur le président de la République est le chef par excellence? Oui, c'est le commandant suprême des armées. Oui. Et se plaint auprès de qui maintenant à ce moment-là? Non, il était en quelque sorte, il dénonçait pour dire. Il dénonce auprès de qui? C'est lui le chef. Mais est-ce qu'un bon parent à la maison, après avoir payé les frais et que l'enfant échoué, le papa ne fait quoi? Le papa condamne et sanctionne. Ah, merci beaucoup. Qui a été sanctionné? Non, mais attendons voir d'un peu de jour. Qui a été sanctionné? Tu as bien dit. Un papa qui a déboursé les moyens pour que son enfant étudie dans de bonnes conditions. Et si le résultat ne suit pas, le papa doit châtier
n'est-ce pas, doit tirer les oreilles à cet enfant. Mais il a déjà averti. Laissez-moi terminer. Ses propos, ce sont des avertissements clairs devant ces généraux-là. Quand vous avez un ministre de la Défense qui vous dit, en ce qui concerne l'état des sièges, que ces derniers n'ont pas été planifiés, vous attendez à voir quel résultat? Comprenez? Un ministre de la Défense dit dans le média que l'état des sièges n'a jamais été planifié. Vous n'avez planifié aucune action. Et quand vous ne l'avez pas planifié, c'est difficile de savoir quel est le coût de cette action que vous voulez mener. Et quelles sont les actions à court, moyen et long terme. Mais comment terminer. Vous pouvez lancer des sièges sans planification? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je suis en train d'emprunter le mot du ministre de la Défense. Qui l'a dit, et tu le sais, tu es journaliste. Voyez-vous? De quoi nous parlons, monsieur Laurens? Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'allocation rationnelle des moyens que vous disponibilisez à notre armée. Nous avons dit ici, nous continuons à le dire. On a beau décréter l'état de siège, qui n'est qu'une mesure temporaire pour atteindre un objectif. Mais si on ne met pas les doigts dans le problème, on ne crève pas l'abcès, on aura perdu son temps pour rien. Les vrais problèmes, nous l'avons dit, et nous ne cesserons de les dire. C'est de doter à cette armée de moyens humains, logistiques et financiers. Vous pensez qu'aujourd'hui... Laissez-moi terminer. Quand j'ai dit doter à l'armée de moyens, ça ne veut pas dire prendre de l'argent jeté par la fenêtre. Vous devez vous assurer que cet argent-là arrive aux bénéficiaires, aux destinataires. Vous devez vous assurer que l'armement qu'ils ont est en adéquation avec la situation sur le terrain. Vous devez vous assurer que vous avez des hommes. Quand le président dit qu'il y a des traîtres dans l'armée, ça veut dire qu'il n'a pas les hommes qu'il faut. Mais il les a trouvés. Qui doit agir? Non, il a trouvé ces traîtres-là. Mais c'est pas possible. Mais comment... 3 ans après, vous racontez ça? Non, 3 ans après? Il a trouvé ces gens-là. Mais quand on a aujourd'hui, il doit quand même avoir le temps d'étudier, de comprendre. J'ai toujours donné l'exemple. J'aime bien le foot. Hein. Tu connais que j'aime bien le foot. Oui. J'ai toujours donné l'exemple d'un coach d'une équipe de football. Lorsque son équipe ne gagne pas, je crois la première des personnes que l'on chasse, c'est le coach. Un coach avec des joueurs qui n'arrivent pas à donner les résultats, si vous les changez, vous trouvez un autre coach qui comprend comment manager le football, peut vous donner les résultats avec les mêmes joueurs. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. C'est comme ça que je reviens encore à l'adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne fait pas bien son travail en tant que chef de l'État? Ça sort des vous. Non, je pose la question. Merci, ça sort de vous. Aujourd'hui, le chef aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Si vous dites qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs, donc c'est le chef qui est... Le constat est que le chef est en train de se plaindre. Le chef est plaintif. C'est ça le constat. Le chef ne se plaint pas. Quelqu'un a dit à Lingala, moi la mobile elle est la raté. Vous comprenez? Il est président de la République, il a le plein pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes, il y a des institutions qu'il contrôle, auprès de qui il peut demander, donner, assigner des objectifs clairs. Est-ce qu'aujourd'hui... Et les évaluer après un certain moment pour avoir les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui il faut apporter des réformes au sein de l'armée pour avoir un bon résultat? Vous savez, nous ne cesserons de les dire. Nous ne cesserons de les dire. L'armée est composée des êtres humains. Ces êtres humains ont des besoins. Ces êtres humains ont des familles. N'est-ce pas? Comme j'ai dit, ils ont des besoins sociaux, économiques, des besoins sociaux de base qui sont appelés à satisfaire. Qui, s'ils n'arrivent pas à les satisfaire, ça pose problème sur les actions qui sont appelées à mener. Quelle est la condition ou dans quelles conditions vit le militaire congolais? Voilà de vrais problèmes que le président de la République devrait discuter avec son gouvernement, avec son premier ministre, avec le ministre de la Défense, pour qu'il y ait des actions planifiées à court, à moyen et à long terme, avec des objectifs bien assignés à ces différents ministères. Et après évaluation. Et l'évaluation ne se fait pas dans la rue. Désolé. L'évaluation se fait avec les personnes à qui on a assigné des objectifs.
Si ça ne marche pas, eh bien, on en tire les conséquences qui s'imposent sur base des objectifs et sur base des indicateurs objectivement vérifiables. Alors, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Si on t'a assigné des objectifs et qu'après évaluation, on constate que tu n'as pas atteint 50% ou 60%, parce qu'il y a toujours des critères, comme vous le savez. On prend les mesures qui s'imposent. S'il faut vous limoger, on doit vous limoger. Mais si on doit continuer à se contenter de la situation et continuer à se plaindre, à ce moment, on se pose la question de savoir si on est réellement à sa place. Donc Félix Tshisekedi aujourd'hui doit changer sa politique, sa façon de voir des choses, ne plus se plaindre. Nous ne cesserons jamais de le dire, parce que les résultats ne suivent pas. Lui-même est en train de se plaindre. Un président se plaint. Est-ce que vous savez que ça fait mal? Oui, ça me dépasse. Parce que c'est lui qui doit agir. Ce n'est pas moi. Moi, je peux me plaindre. Je n'ai pas. Moi, attendez. Il s'est dit. Moi, je peux me plaindre. Attendez, non. Ça, c'est un discours suranné. C'est un discours. J'ai trouvé les On a trouvé les pays. Attendez. Déjà. Arrêtez ces discours. Et là, je suis en train de relever les défis. Laissez-moi avec. C'est un discours qui ne tient pas debout et c'est un discours qui fait rire les Congolais. Puisqu'on ne veut pas de la vérité. Non, laissez-moi terminer. Quand le chef d'État vous dit la vérité, ça vous fait rire. C'est un discours qui fait rire les Congolais. On a trouvé un pays dans la rue, mais ça ne nous a pas empêché de détourner plus de 500 millions de dollars américains. Les procès ont eu lieu, vous le savez. Aujourd'hui, quelqu'un dit que le tombeau était vide. Parce que tous ceux-là qui étaient accusés de détournement se retrouvent en liberté. Puisque la justice a fait son travail. C'est comme ça les Congolais sont en train de dire que le tombeau est vide. Il n'y a plus personne. Est-ce que l'argent qui a été détourné a été restitué au trésor public? La justice a fait son travail. Voilà la grande question. On a tous réclamé l'état des droits. On a tous réclamé l'état des droits. C'est pour dire, c'était juste une parenthèse que j'avais vite ouverte et que je ferme. Tout en reconnaissant les bons travaux de la justice. Laissez-moi vous dire, je suis en train de dire une chose. Quand on hérite d'une situation, il va falloir savoir que dans cette situation-là, il y a l'actif et le passif. Vous ne pouvez pas vous contenter que de l'actif. Et le passif, vous les rejetez à ceux-là qui vous ont légué le pouvoir. Ce n'est pas responsable. Quand on a hérité un pouvoir, on a hérité et l'actif et le passif. On doit travailler pour corriger le passif. C'est ça être un bon leader. Mais quand on passe tout son temps à se plaindre, en justifiant la situation que nous vivons par la mégestion du régime passé, ce n'est pas être responsable. Mais à un certain moment, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on fait finalement? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus corriger, logiquement parlant. Si on a pris le pouvoir, c'est pour venir corriger les tares du régime passé. Mais si on continue à prendre comme prétexte ces tares-là pour justifier la mauvaise gouvernance actuelle, ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi nous parlons. Vous accusez ces régimes de la mauvaise gérance. Mais qui ne le sait pas? Non, mais est-ce qu'il y a une mauvaise gérance aujourd'hui? Mais vous le savez, qui ne le sait pas qu'il y a une mauvaise gouvernance? Ne c'est vous combien de fois on est en train de déplorer les détournements à ciel ouvert? Combien de fois? Est-ce que c'est pour la première fois qu'il y a des détournements dans ce pays? On a parlé d'une histoire de 15 millions. C'est parce qu'il y avait des détournements au cabinet de Joseph Kabila Kabange. Attendez. C'est parce qu'il y avait détournement à l'ancien régime et que l'actuel régime doit l'accepter. Il y a eu une sanction. Oui, sanction. Vital Caméra fait une année. Ils sont où aujourd'hui? Non, mais 6 ans de liberté. Pour quelqu'un qui a été condamné à 20 ans d'abord, ramené à 12 ans, maintenant nous posons la question. Si ce n'est pas déjà ramené à 0 ans. Non, c'est une liberté. Excusez-moi, j'aime bien les sens sarcastiques, pour ne pas dire humoristes, des Quinois qui nous disent que les tombeaux seraient déjà vides. Hein? Après qu'on nous ait bombardé les oreilles avec un procès qu'on a appelé le procès du siècle. Hein? Aujourd'hui, un bon procès, un procès où la justice vient faire son travail, un procès où la vie de vérité. Vous êtes des mois à vous, vous savez que même le président de la République a eu à se plaindre de cette justice. Lui-même ne se reconnaît pas dans cette justice. Nous allons en parler. Malheureusement, mais c'est lui le commandant suprême.
Processus électoral en République démocratique du Congo. La loi électorale a été votée, adoptée à l'Assemblée nationale. La commission PAJ a 10 jours pour donner un texte déjà prêt au sein de l'Assemblée nationale en vue de passer au vote et adoption, puis l'envoyer au Sénat pour une seconde lecture. Monsieur Jacques Dromois, aujourd'hui, on peut dire que tout va bien. Aujourd'hui, on peut dire que on est déjà en route vers les élections de 2023. Vous de l'opposition, je pense que vous vous préparez déjà en conséquence. Comment tout va aller bien quand les géniteurs de cette loi-là ont claqué la porte? Non, mais ils n'ont pas claqué la porte. Laissez-moi terminer. Ils ont claqué la porte au moment comment tout va aller bien quand on fait, comme on dit, un choix sélectif des propositions faites mais est-ce que par ces groupes-là? Comment tout allait? Est-ce qu'on devrait tout accepter? Comment tout va aller bien? Comment tout va aller bien quand on élague cette loi qui voulait arrêter le népotisme au sein de nos partis politiques? C'est quelle loi? Vous savez que dans la loi électorale passée, il était autorisé, il était permis aux candidats d'avoir comme suppléant le membre de famille. Oui. Il y a de ceux-là qui ont eu des vice-mamans comme suppléants. Des vice-mamans. Il y en a de ceux-là qui ont eu des cousins, des enfants, des neveux comme suppléants. Alors que dans un parti politique, il y a tous les Congolais qui se trouvent. Et ces Congolais ne viennent pas vous accompagner. Donc vous vous servez des Congolais pour avoir le pouvoir. Afin qu'une fois arrivé au pouvoir, vous placez vos frères et vos sœurs. C'est du népotisme que la Constitution est en train de condamner. Mais voilà que la loi qui allait mettre fin à ce népotisme, que je considère même comme étant suranné, a été mis de côté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de dire, de plus en plus, je réalise que vous n'êtes pas content du travail que le bureau soit accompli. C'est un travail qui va plus créer des problèmes, qui va en résoudre. Vous savez que nous sommes en train d'aller vers les élections. Oui, en 2023, dans quelques mois. Cette loi-là qui va être votée, cette proposition de loi, est appelée à assurer la transparence des élections futures. Mais si dès le départ, cette loi-là est contestée, vous vous attendez à quel type d'élection demain? Mais il y a transparence. Le débat s'est passé à la chaîne nationale. Non, tout le monde a vu, tout le monde a compris. Alors pourquoi les G13 a claqué la porte? Pourquoi? Si ça s'est passé, c'est la question que nous devons vous poser. Non, moi je vous dis parce qu'il n'y a pas eu de transparence. Voilà la réponse. Parce qu'il n'y a pas eu de transparence, parce qu'on se rend compte que des 18 propositions faites, il y a eu une sélection de 4 ou 5 lois. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fâche. Mais nous disons ceci. Nous disons ceci. Ceux qui fallait faire ces débats. Mais lorsque vous empêchez à ce qu'il y ait débat, parce que c'est que le frère de G13 ont dénoncé, c'est l'absence de débat. Pourquoi on refuse qu'il y ait débat? Qu'est-ce que l'on cache en refusant qu'il y ait débat sur ces propositions de loi? Veut-on nous imposer une loi électorale? Malheureusement, j'ai dit, si nous allons sur ces chemins-là, je suis désolé, la population pourra se prendre en charge le moment venu. Vous appelez toujours la population, c'est comme si c'est de l'Union sacrée, non pas la population derrière eux. Est-ce que la population est responsable aujourd'hui? La plupart des politiques qui appellent la population, mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est pas le cas. La population n'en profite pas toujours. Est-ce que aujourd'hui, malheureusement, c'est le constat auquel nous arrivons. Mais comme nous disons, quel est le problème pour faire appel à la population? Nous disons parce que la loi électorale a été adoptée. Nous devons aller aux élections apaisées. Vous savez que lorsque les élections sont contestées, ça empêche même aux élus de ces élections-là d'exercer leur pouvoir, de gérer le pays en toute quiétude. Mais qu'est-ce qui bloque? Laissez-moi terminer. La transparence des élections 2023. Il faut commencer par voir la volonté le président Félix Tshisekedi a pour organiser de belles élections. Laissez-moi terminer. L'assurance de M. Kadima, mais vous ne devez pas quand même avoir peur d'aller aux élections. Laissez-moi vous dire que
nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons sur base des faits. Et les faits, aujourd'hui, c'est la loi électorale. C'est très important. Parce que c'est le début de tout. Si la loi électorale est sujette à caution, ça veut dire que les élections sur base desquelles les élections qui seront organisées sur base de cette loi seront également entachées d'irrégularité, ce qui n'est pas bon. Je pense qu'avant d'avancer, il est très important qu'on arrive à élaguer les points qui fâchent pour que quand nous irons aux élections, que le peuple soit libre de choisir ce qu'il pourra choisir. C'est comme si l'opposition se prépare plus aux contestations qu'au lieu d'aller aux élections. Puisque vous devez d'ailleurs, vous devez ôter ces arguments-là à l'opposition en favorisant le débat sur cette loi électorale, en travaillant de manière à ce qu'on ait un consensus sur cette loi électorale, afin que demain, l'opposition ne puisse pas s'en prévaloir. N'est-ce pas? Mais faire autrement, c'est préparer les lits aux contestations éventuelles du résultat des prochaines élections. Est-ce que vous voulez qu'on continue de cette manière-là? Moi, je ne pense pas. La voie de la sagesse aurait bien voulu, parce que, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que vous ne voyez pas. Il faut voir demain. Il faut voir demain. Qu'est-ce qu'un président qui sera élu demain gagnerait si jamais il devra perdre tout son temps à gérer les conflits internes générés ou engendrés par ces élections-là? Voyez-vous, nous allons perdre beaucoup plus de temps à résoudre les problèmes engendrés par cette élection que de s'occuper du développement du pays. Pour développer un pays, on a besoin de la quiétude, on a besoin de la paix. Et nous disons qu'à travers les élections, nous pouvons avoir cette paix-là qui va permettre à ceux-là qui vont gagner demain de gouverner le pays en toute quiétude. Monsieur Jacques Droumois, aujourd'hui que la loi est au niveau de la commission PAJ, est-ce que l'opposition ne peut pas aller avec ses propositions, dire bon, on est entre nous, on est congolais, voici nos propositions, est-ce qu'on ne peut pas en débattre? Pourquoi l'opposition refuse la main tendue par Mais est-ce que l'opposition a refusé cette main tendue? Je ne pense pas. Non, ils ont refusé le débat. Il y a eu sitting. Qui a refusé le débat? C'est lui qui a refusé le débat. C'est M. Mbosso. Raison pour laquelle les G13 a claqué la porte. Non, les autres membres de l'opposition, pourquoi ne laissez-moi terminer. C'est comme ça nous disons. Personne ne gagnerait si nous devons aller de forcing en forcing. Personne ne gagnerait. La voie de la sagesse, M. Mbosso, du haut de ses de plus de 70 ans, qu'il a, doit faire montre beaucoup de sagesse. N'est-ce pas? Il en va de l'intérêt de tous les Congolais. Chercher à aller de cette manière-là, ça veut dire aller par le forcing. C'est bien beau. Mais demain, tout le monde aura à perdre. Et ce qui n'est pas une bonne chose. C'est le moment de tout aménager. C'est le moment de tout faire pour qu'on arrive à avoir ce consensus tant souhaité et cherché sur la loi électorale afin que les élections de demain soient organisées en toute quiétude, en toute tranquillité, dans un apaisement d'esprit. Là, vous lancez un appel à l'Assemblée nationale et à Mbosso. Merci beaucoup. Qui a déjà fait preuve de maturité. Je crois qu'il va continuer à faire preuve de cette maturité-là. Monsieur Jacques Droumois, aujourd'hui, avant de boucler peut-être avec cette histoire des élections en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez voir le FCC, Joseph Kabila Kabange, soutenir Moïse Katumbi Chapoué? Écoute, moi je ne suis pas du FCC. Je ne voudrais pas commencer à suppiter. Non, mais laissez-moi terminer. Plus que non, vu la Constitution. Non, je ne voudrais pas suppiter sur ce qui va arriver. La politique étant dynamique. En politique, les alliances se font et se défont. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Donc, me demander de commencer déjà à lire dans les intentions de nos frères du FCC, vraiment c'est me demander de jouer au devin. Et moi je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement.
La rencontre Martin Fayulu Madidi et Matata Ponyo, est-ce que ça augure déjà un bonheur au sein de l'opposition ou il faut encore beaucoup réfléchir avant de voir peut-être les deux être ensemble? Je ne sais pas, moi je pense que nous sommes en politique. J'ai dit tantôt ici, en politique, les alliances se font et se défont. La politique est dynamique. Vous ne pouvez pas empêcher à un acteur politique d'aller rencontrer un autre acteur politique. Cependant, ce qui est plus important, non, s'il vous plaît, évitons de faire l'amalgame sur la question que vous m'avez posée. Il n'est pas interdit à monsieur Matada de dénoncer ou de critiquer la gestion du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Mais cela n'empêche pas à ce que les deux personnalités puissent se rencontrer. N'est-ce pas? Donc, je pense que s'il y a eu des soucis dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est à la justice de nous éclairer là-dessus. Alors, tant que la justice ne nous éclaire pas là-dessus, vous voulez que M. Fayulu fasse quoi? Donc, pour vous, aujourd'hui, la justice doit faire son travail. La justice est avec le changement du bureau de la Cour constitutionnelle, nous pensons que cette fois-là, il y aura une clarté par rapport à cela. Nous en appelons à une justice équitable et juste. Vous n'avez pas répondu à notre question. Le changement du bureau de la Cour constitutionnelle. Je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là qui démontrent à suffisance qu'il y a encore beaucoup de soucis dans la gestion juridique de notre pays. Mais c'est quel problème? Il y a eu tirage, Kalouba. D'aucuns parlent d'un tirage intellectuel, à l'instar du procès intellectuel. Mais tirage intellectuel, comment ça? C'est ce que les Congolais racontent. Non, moi je pose la question. Quelle est votre analyse par rapport à ce tirage? Moi je constate seulement, comme tout Congolais, que M. Kalouba paye les prix d'avoir dit les droits sur le dossier Bukangalonzo. C'est le constat. Donc pour vous, c'est ça? Le constat est que Monsieur Kalouba a payé le prix d'avoir dit les droits dans le dossier Bukangalonzo. Mais qu'est-ce que savoir? Je répète. Non, qu'est-ce que savoir? Expliquez-nous. Je répète. Nous savons que la Cour constitutionnelle nous parlons aux adultes. Tirage au sort. Nous parlons aux adultes. Quand l'opinion vous dit que le tirage était intellectuel, de la même façon que nous avons appris ici que le procès Kamer était un procès intellectuel, tirez-en les conclusions ou les conséquences qui s'imposent. Vous voulez que je dise quoi? Il y a eu corruption. Je n'ai rien dit. Je constate seulement que c'était un tirage intellectuel. Il y avait des injonctions. Je ne sais pas. Mais moi, nous constatons, nous Congolais, nous avons constaté que le tirage était intellectuel. Vous voulez dire que ce tirage s'est effectué d'une façon... Je ne sais rien, ça c'est vous. Il y avait des malégances. Ça n'engage que vous. Mais nous, Congolais, il y avait une main noire de la politique. Que le tirage était très intellectuel. Puisqu'il y avait une main noire de la politique. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, je vous pose la question. Non, je ne réponds pas à cette question-là parce que ça vient de vous. Nous constatons seulement que le tirage était intellectuel. De la même façon que les procès étaient aussi intellectuels. Mais c'est Jacques Rouma. Aujourd'hui, la crainte c'est quoi? De voir Félix Tshisekedi être réélu? Non, du tout. Vous pensez qu'il est en train de mal diriger le pays? Il revient aux Congolais de se choisir son chef demain. Si demain les Congolais choisissaient l'actuel chef de l'État, nous ne pourrons que nous incliner. Ça serait le choix, un choix souverain. Alors, de quoi nous parlons finalement? Comprenez? Donc, le président de la République a son bilan à défendre en 2023. Si la population estime qu'il a bien travaillé, la population va les reconduire. Si c'est le cas contraire, la population va les rejeter dans l'histoire des sénateurs à vie. Ainsi va la vie. Nous allons aborder cette fois-là le sujet international avec le dossier la guerre en Ukraine. Nous avons vu qu'aujourd'hui, Moscou est en train de reculer. Désolé, mais Moscou ne recule pas. Kiev est en train de récupérer Moscou ne recule pas. Hier, nous avons vu la ville de Kharkiv être récupérée. Non, ça veut dire que peut-être vous ne comprenez pas les enjeux de cette guerre. Il faut comprendre les enjeux de cette guerre. C'est quoi les enjeux? Expliquez-nous. Je pense que M. Poutine était clair là-dessus. Moi, je ne suis pas russe, je suis en train d'analyser. Son objectif, ce n'était pas de prendre Kiev. Son objectif était d'empêcher à ce que l'Ukraine adhère à OTAN. Ça, c'est des 1. Son objectif était
d'éviter à ce que les Américains viennent déployer leurs missiles, leur armement en face de la Russie. Et sur ces deux points-là, il a réussi. Il a réussi sur quel point? Puisque il a réussi parce qu'aujourd'hui, les Américains ont une main mise sur l'Ukraine. Nous savons que la guerre... merci beaucoup, merci de l'avoir dit. Nous savons que la guerre actuelle, c'est une guerre russo-américaine par l'Ukraine interposée. Donc, l'Ukraine n'a été qu'un enfant de course que les États-Unis ont utilisé pour attaquer la Russie. C'est comme ça, nous disons. Les Russes ont compris et ils sont en train de se défendre. Vous ne pouvez pas empêcher aux Russes de se défendre. Parce qu'en son temps, les États-Unis avaient refusé, comme vous le savez, à la Russie, pas à la Russie, mais à l'ex-l'URSS, de déployer son armement au Cuba. Vous vous souvenez de la guerre appelée baie de cochon. Comprenez? C'était entre autres à cause de ces refus des Américains, pardon, des Américains au Cuba d'accepter le déploiement de l'armement. Pourquoi aujourd'hui la Russie ne veut pas voir l'Ukraine adhérer à l'OTAN? La Finlande l'a fait. Aujourd'hui, la Finlande est parmi les pays de l'OTAN. Quel est le péché de l'Ukraine? Merci beaucoup. Tu as répondu en partie à la question. Pourquoi la Russie n'en a pas fait un problème? Pourquoi la Russie a laissé la Finlande adhérer à l'OTAN? Et pourquoi la Russie doit faire un problème? Voilà. Quand l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. Et c'est dû à quoi? Mais la réponse est simple. Il y a eu des engagements de part et d'autre pendant la guerre froide qui s'est passée entre l'ex-URSS et les États-Unis d'Amérique. Il était clairement dit qu'aucun des pays issus de l'ex-URSS allait adhérer à l'OTAN. Tout ça pour protéger la Russie de l'hégémonie, comme vous le savez, américaine. Mais aujourd'hui, les Américains se sont dédits. Ils veulent, à travers l'Ukraine, contrôler la Russie. Et c'est ce que les Russes ne veulent pas. Si nous, on nous contrôle comme bon leur semble, mais les Russes ont dit, niet, ça ne se passera pas ici. La Russie veut rester indépendante. Comme vous le savez, veut s'affirmer, et la Russie est en train de s'affirmer. Vous êtes en train de le vivre. Mais est-ce que vous en dépit de toutes les sanctions, en dépit de toutes les sanctions économiques, non, je pense qu'on n'en arrivera pas. Ce sont des adultes. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Chacun sait respecter sa plate-bande. Et les États-Unis l'ont compris que la Russie n'est pas le Congo, la Russie n'est pas la Centrafrique. Bref, la Russie n'est pas l'Afrique. Alors, nous allons aborder notre sujet. Nous allons prendre aux États-Unis d'Amérique. Il y a eu ces dossiers d'avortement. Il y a les femmes qui demandent que le Parlement, la justice ne puisse pas déranger à leurs droits. Est-ce que normalement, aujourd'hui, on doit défendre les avortements dans un pays comme les États-Unis? Écoute, moi je ne suis pas américain. Je ne connais pas le leitmotiv qui sont à la base de cette contestation. Mais tout ce que moi je sais en tant que chrétien, il est strictement interdit de mettre terme à une vie. Alors, dans ma foi chrétienne, je ne peux accepter qu'il y ait des lois du genre à autoriser aux femmes, en dehors des cas qu'on considère vraiment pathologiques, d'avorter. Voyez-vous? Donc, de par ma foi chrétienne, je soutiendrai tous ceux-là qui sont contre cette loi qui veut autoriser les avortements. Voilà. Monsieur Jacques Droumois, on enchaîne avec cette émission. Et aujourd'hui, le président des Émirats arabes qui n'est plus en vie, après avoir lu un document, il est décédé en pleine scandale de ce qu'on appelle aujourd'hui Dubaï Boat. Ici, c'est des histoires là où on voit les filles manger les excréments des hommes riches.
Est-ce qu'on peut dire que c'était une délivrance? Non, s'il vous plaît, évitons des... Non, moi j'ai lu les documents. Je ne pense pas que c'est le président, c'est l'émir qui venait de décider et qui est l'instigateur de ces scandales. On n'a pas dit qu'il est l'instigateur, mais on dit qu'il est décédé en plein scandale. En plein scandale comment? Quand vous dites en plein scandale, est-ce qu'il y participait? C'est ça la question. C'est pour ça que j'ai voulu bien comprendre, j'ai voulu bien remettre les choses en leur place. Il est le président d'une république prospère, vous le savez. Oui. L'une des républiques dont tout le monde rêve d'aller habiter. Une république où les pauvres n'existent que de nom. Voyez-vous? Donc, ce qui se passe, ce sont, comme on dit, les dérives d'une société mondaine que nous condamnons. Et encore que ces gens-là ne forcent pas, n'obligent pas à nos mamans dans les bouffées, les excréments. C'est la cupidité, la pauvreté de nos mamans qui les pousse à aller chercher l'argent facile. L'argent, on ne l'obtient pas de cette manière-là. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Mais quand vous pensez que l'argent est facile, c'est à ces genres de dérives auxquelles nous y arrivons. Donc, loin de moi l'intention de condamner ces gens-là. Je suis en train de me dire tout simplement que nos dirigeants doivent travailler pour empêcher à ce que nos enfants, nos mamans puissent s'exposer de cette manière-là. Parce que si dans nos pays, on est capable de se trouver un boulot, si dans nos pays, on a les conditions qui nous permettent de vivre comme des humains, je suis convaincu que on ne vivrait pas assez ce genre de situation. Je ne dis pas que ça n'arriverait pas. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, il y a toujours des dérives dans une société. Mais nous pouvons atténuer ce genre de situations, comme vous le dites. Hein? Nous les déplorons tous. Et c'est comme ça que j'en profite pour dire à nos mamans, l'argent, ce n'est pas de cette manière qu'on l'obtient. L'argent, on l'obtient en travaillant. Je vous ai posé une question par rapport à son décès. Non, mais c'est regrettable. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas instabilité dans ce pays? Pourquoi instabilité? Parce que ce sont des pays très bien organisés. Ce sont des monarchies. La succession est déjà prévue. Hein? La succession est prévue. Il n'y aura même pas de soucis là-dessus. Donc, il faut oublier qu'il y aura des soucis de succession parce que ce sont des monarchies. La succession est déjà bien tracée. Ensuite, avec cette question, M. Jacques Romoy, aujourd'hui, nous avons suivi, on revient ici en République démocratique du Congo, nous avons suivi le Premier ministre réunir les services compétents pour lutter contre les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Saluez-vous cette initiative et surtout que c'est pour très bientôt, on n'aura plus les embouteillages, la circulation sera très agréable. Non, mais ça doit faire rire. Faire rire puisque... Ça veut dire que on se comporte toujours en sapeur-pompier. On attend que le feu consume la maison pour venir avec de l'eau afin d'essayer d'éteindre ces feux-là. Malheureusement, nous avons dénoncé ici, nous avons dit que il y a un problème sérieux d'infrastructure routière dans notre pays. Nous l'avons dénoncé ici. En lieu et place, qu'est-ce qu'on nous a proposé? On nous a proposé Kinshasa, 0 trou. Quel en est le bilan? Quel en est le résultat? Le bilan positif. Bilan négatif parce que toutes les routes sont... Et d'ailleurs, on a même clôturé ces projets-là, tu le sais. Ça a déjà pris fin, officiellement. Mais le boulot est que de continuer. Le problème est qu'aujourd'hui, on doit prendre les taureaux par les cornes à travers un programme clair de réhabilitation de nos routes secondaires pour rendre fluide la circulation routière. Le projet Tigelou est en train de faire ce travail-là. Monsieur Laurence, il va falloir qu'à un certain moment, vous invitiez ceux qui pilotent ces projets-là pour qu'on vous donne les niveaux de réalisation. N'est-ce pas? Nous sommes sans route dans la ville de Kinshasa. Vous le vivez. C'est comme ça, en dehors de l'incivisme des conducteurs de véhicules. Mais il y a un problème sérieux d'infrastructure routière. Pour aller au centre-ville, nous n'avons que trois issues. Vous le savez. Nous n'avons que Willery, 24 et poids lourd. Oui. Alors qu'il y a des routes secondaires qui existent.
Vous le savez. Vous avez comment on appelle ça la route là qui mène vers Mamaïmo, qui est une route secondaire qu'on peut emprunter, qui se trouve dans quel état? Vous avez la route Kassai qu'on peut emprunter, qui se trouve dans quel état? Ça, ce n'est qu'un échantillon que j'ose croire, qui est très représentatif, qui montre à suffisance que le problème, ce n'est pas de décréter la fin des embouteillages. On ne décrète pas la fin des embouteillages, monsieur le Premier ministre. On doit mener des actions allant dans le sens à désengorger nos routes. Mais c'est ce qu'ils comptent faire aujourd'hui. C'est ce qu'ils comptent faire maintenant et chercher de voies moyens. Entre-temps, l'embouteillage va continuer son bon nombre de chemins parce que... Donc vous ne croyez pas aux solutions? Je vais voir les actes. Mais c'est pour les actes, c'est qu'il va falloir qu'on constate que les routes secondaires sont réhabilitées et il y a d'autres qui sont construites pour désengorger les routes principales qui n'arrivent plus à contenir c'est ce qui va se les véhicules quinois, n'est-ce pas? Donc j'ose croire que des actions concrètes, excusez-moi, seront menées pour qu'on en arrive à cet objectif à très très court terme. Monsieur Jacques Louma, nous sommes arrivés à la fin. Je vous pose une dernière question. Le FMI a fait un bilan très positif par rapport à l'économie. Quel est ce bilan-là? Mais ils ont bien dit qu'il y a aujourd'hui augmentation de l'économie, il y a stabilité. Non, attention. N'utilise pas les termes qu'il ne faut pas utiliser. Non, mais c'est le FMI. L'économie n'augmente pas. On voulait parler, j'ai lu ce que le FMI a dit. Ouais. Le FMI parle, table sur une prévision de croissance. Nous sommes en termes de prévision. Laissez-moi terminer. Non. Laissez-moi terminer. Même la dame qui dirige aujourd'hui. Laissez-moi terminer. La Banque centrale parle d'une stabilité aujourd'hui. Non, mais la relative stabilité. Vous parlez des prévisions de croissance économique. Nous sommes en termes de prévision, messieurs et dames. Ça dit ce que ça dit quand on dit prévision. C'est différent de la réalisation. Alors, en termes de prévision, on peut tabler sur une croissance économique de 10%. Mais quand viendra la réalisation, on peut constater que la croissance n'est pas de 10%. Laissez-moi terminer. La RDC est parmi les pays stables aujourd'hui en Afrique. Pardon? Bon, ça dépend de quelle stabilité tu parles. Il faut définir la stabilité en plus. Je ne sais pas de quelle stabilité tu parles. Stabilité économique. Aujourd'hui, le franc congolais est quand même stable. Oui, la monnaie est relativement stable. Nous ne pouvons pas le nier. Voilà. Mais est-ce pour autant que le niveau de vie des Congolais a changé? Quand Mouzitou reconnaît quand même les efforts du gouvernement Samalokonde et que vous savez, c'est une mauvaise foi quand même. Laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas M. Mozito. Je suis désolé. On ne reconnaît pas un effort ponctuel. Les efforts, on doit les reconnaître dans la mobilisation des recettes de manière générale. Il va falloir qu'on arrive au mois d'octobre. Quand bien on constate qu'il y a des pics en termes de mobilisation des recettes, et ces pics sont justifiés. Parce que la période que l'on venait de passer, c'est une période où les entreprises déclarent généralement leur IBP, impôt sur le bénéfice. C'est tout à fait normal qu'on assiste à ces pics. Est-ce que les autres périodes aussi, ça va être ainsi? C'est comme ça que je suis en train de dire. Il est trop tôt de crier à la victoire. Il va falloir attendre qu'il y ait reddition des comptes pour qu'on constate finalement est-ce que les prévisions budgétaires des 10 milliards qui ont été coulées sous forme de loi vont être réalisées, vont être dépassées. Va-t-on arriver à faire des économies ou des dépassements budgétaires? Dans ces cadres-là, nous n'hésiterons pas d'applaudir si jamais ça arrivait. Mais nous sommes en train de voir comment les choses se passent. Et encore que, quand vous analysez ces budgets, vous allez vous rendre compte que c'est un budget essentiellement pauvre. Un budget tourné essentiellement... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Quand même les efforts. Regardez le budget, la composition. Le budget qui est affecté à 90% au fonctionnement des institutions. La part allouée, affectée aux investissements ne dépasse pas 5%. Et vous voulez jeter, vous voulez applaudir. On a promis de réduire même l'effectif au niveau de son cabinet. On avait demandé qu'on réduise les trains de vie des institutions. Bientôt là, il y aura réduction. Vous devez reconnaître qu'il y aura réduction d'après de jour. Attendons voir. Commençons d'abord par voir ces trains de vie des institutions.
baisser drastiquement avant d'applaudir. Mais jusque-là, les institutions sont en train de mener un train de vie de prince, alors que les enseignants, le corps médicaux sont en train de mener une vie de mendiants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, monsieur Jacques Droumont, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir énorme. Merci beaucoup de répondre à cette invitation. Un grand merci à tous. Afin de permettre aux nombreux téléspectateurs de comprendre comment évolue notre pays. Un grand merci à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Un grand merci à toute l'équipe technique. Nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Et nous fixons rendez-vous pour ce 17 mai. Il y aura une édition spéciale 17 mai. Avec comme invité M. Raphaël Loulou, M. Jacques Droumont, Maître Célestin, ainsi que M. Terrano. Ils seront là pour débattre sur les acquis du 17 mai. Est-ce qu'aujourd'hui, Mouzé Laurent Désiré Kabila, son idéologie continue ou il y a eu deux routes? Vous faisons rendez-vous pour le 17 mai et bonne suite des programmes sur votre chaîne.